Bonjour à tous, je suis très honoré d'être ici. Euh, Aujourd'hui, je vais venir vous parler de la détection de proximité. C'est quelque chose que je travaille depuis 2019. On a déjà un premier système. Maintenant, on veut passer au deuxième niveau. C'est pas un projet facile. Il faut être persévérant. Puis c'est ce que je veux venir vous partager avec vous autres. Donc, j'aime toujours ça commencer par un aperçu de la mine Raglan. On est une grosse minière, mais on est très loin. À chaque fois que je présente, les gens ne se rendent pas compte de la complexité qu'est d'opérer dans le Grand Nord. J'ai ici un collègue, Étienne, nos voisins, il va pouvoir aussi collaborer ou confirmer ceci. Je vais commencer avec le technique sur les différents niveaux de détection de proximité. Ça, c'est la partie facile, là. Mon point 2, mon point 3, là, les scénarios et les tests qu'on a faits, c'est ce que les ingénieurs aiment faire. Mais je vais essayer de parler davantage sur les effets cognitifs, comment que les conducteurs vont percevoir des informations ou des commandes. Euh, Puis bien sûr, je vais parler de nos prochaines étapes, puis certaines limitations. Donc, pour commencer, Min Raglan se situe à côté de Canadian Royalties. Complètement au nord. Fait que moi, ce que j'aime dire, là, c'est la Raglan. Le Québec, ça ressemble à une tête de loup là, avec le Labrador. Ben, on est dans l'oreille en haut complètement. On est 100 kilomètres au sud de la mer. Euh, Même distance, Montréal-Miami, mais Montréal-Raglan, c'est vers le nord, mais c'est la même distance. Donc, on est tellement au nord qu'on ne peut pas être connecté par Hydro-Québec. On a notre propre centrale électrique. Avec deux éoliennes de 3 mégawatts chacune et un projet en ce moment pour en rajouter 11 supplémentaires. Notre but, c'est de réduire de 50 notre consommation d'énergie fossile pour faire l'électricité. Une capacité, on a été longtemps le plus gros hôtel au Québec. On a plus de 900 chambres, une capacité pour dormir autour de 850. Il y a eu des années qu'il n'y avait pas de place. Même pour moi, c'était difficile de monter. Tellement loin qu'il y a deux façons de se rendre. Un navire brise-glace ou ice class en été seulement, ou un Boeing avec un kit de gravel parce que la piste d'atterrissage est sur un marais. Euh, une autre chose, le pergélisol. Donc, le sol est gelé jusqu'à 600 mètres de profondeur. Euh, j'ai parlé de façon de se rendre, de l'électricité, mais la communication aussi est un challenge. Jusqu'à tout récemment, on avait une capacité de bande passante de 25 mégabits par seconde. Le forfait le plus petit chez Bell, c'est 50. Nous, on en avait 25 pour 850 personnes. D'ici peut-être un mois, on va être connecté par la fibre finalement. Euh, je vais le voir quand je vais le croire. Mais tu sais, on parle de mine connectée. Nous sommes très connectés, mais au site. C'est avec le sud. Donc, ça a un avantage en cybersécurité. Donc, je vais commencer pour pourquoi la détection de proximité. C'est que nous autres, dans le groupe Nickel, on a identifié 12 dangers mortels. Les top 3 sont travail en hauteur avec 22 des ouf ou des passés proches. Le deuxième, qui est très proche, c'est à 20 c'est les incidents avec les véhicules, que ce soit autant en surface ou sous terre. Et le troisième, l'isolation énergétique. Donc, je vais vous parler du deuxième, comment je dirais, le danger mortel, où est-ce qu'on a des incidents les plus fréquents. Cette page-là, je l'ai rajoutée parce que j'ai partagé ma présentation avec un collègue en Australie qui vient des mines à ciel ouvert. Puis il m'a demandé, c'est différent les mines à ciel ouvert ou à la maison avec nos voitures. Peux-tu donner un peu de contexte sur le sous-terre?
comme beaucoup d'équipements miniers, des très gros angles morts. Fait qu'imaginez un autobus, un train routier, mais pris dans un tunnel. Ce que vous voyez en gris foncé, là, c'est ici, je suis désolé pour les gens qui sont en virtuel, mais tout ce qui est gris foncé sont les angles morts quand il n'y a pas de caméra de recul sur nos camions de 63 tonnes. Et s'il veut tourner dans la galerie, comme vous pouvez voir, un piéton, d'ailleurs, on a eu un passé proche l'année passée, puis c'était exactement ce cas-là. Lorsque le camion a tourné, il n'a jamais vu le piéton. Donc, c'est ça les contraintes. Une autre chose, pour les experts en télécom, la propagation des radios dans des tunnels ne sont pas évidentes. Ça rebondit beaucoup, puis ça ne va pas partout. Toujours avant de rentrer dans le technique, ça, c'est quelque chose qui est important, les gens ne réalisent pas. On croit que la technologie va faire des miracles, qu'avec la technologie, on va tout régler. On a fait une évaluation en 2018 de tous les incidents qui ont été faits dans le groupe Glencore et on s'est rendu compte que la technologie aurait pu éviter l'incident ou l'accident dans 25 des cas seulement. Donc, 75 des cas, c'est avec nos contrôles de base. Ça, c'est les niveaux 1 à 9 de eMERS. eMERS, c'est un regroupement de mines, d'opérateurs, de fournisseurs et d'instituts gouvernementaux pour élaborer comment je pourrais dire ça, des normes en véhicule ou en interaction de véhicules. Imaginez un peu une norme ISO, mais à l'interne, un peu comme qu'on pourrait faire avec MISA. Et on parle des niveaux 1 en 6, ce sont les niveaux de base. Je vais vous donner un exemple concret. Si la galerie, les rayons de courbure sont trop serrés, bien évidemment, même si c'est un système de détection de proximité, tu peux avoir une collision. Si la galerie, vous avez 6 pouces de côté entre le camion et le mur, ben, la personne va se faire écraser. D'autres choses sont bien sûr nos tests préopérationnels. Est-ce que la personne est sous influence de médicaments, d'alcool, drogue? Ce sont tous les contrôles de base qu'il faut bien maîtriser avant de rajouter euh, la technologie. Euh, Maintenant, on s'en va plus sur le niveau 7 et 8, c'est ce que je vais vous parler, qui sont quelques minutes avant avant d'avoir une détection. Donc, c'est là on peut utiliser nos caméras, la radio pour communiquer entre nous, les caméras de côté. Et le niveau 8, c'est les détections avancées, ce que je vais vous présenter sous peu. Et le dernier niveau, c'est que si l'opérateur ne fait rien, le camion, le véhicule arrête tout seul. Pour ceux qui ont acheté des autos dernièrement, là, dans les 4 dernières années, là, c'est les arrêts d'urgence. Là. Vous êtes dans l'une, vous arrivez à un feu rouge, ça pop, là, stop, 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 sinon ça freine. Ce serait ça le L9. Nous autres, on a commencé avec la détection simple. Moi, je l'appelle la détection simple, qui est la détection niveau 7, qui va donner une notification au conducteur quand tu es dans un rayon de 10 à 30 mètres. Cette détection-là, on a un petit bip sonore. Je vais avoir un petit écran, sur mon écran, un petit icône qui va allumer, mais il faut regarder l'écran pour s'en rendre compte. Puis c'est un petit bip, pas si fort que ça. Suite à notre ouf l'année passée, ben, on a demandé à notre fournisseur, ben, on veut un son différent d'un piéton et d'un véhicule pour que si on a un piéton, on sait que c'est une notification plus critique et donc de porter une attention particulière. Mais je ne sais toujours pas où ce qu'il est exactement, en avant, en arrière, à droite, gauche. Et donc, quand on l'a installé en 2019, ça nous a pris presque 3 ans avec la pandémie, la grève, presque 4 ans.
On le savait que c'était pas suffisant, mais c'était une étape dans le bon sens. Maintenant, on est en train de l'installer en ce moment. Ce matin, je parlais avec les techniciens qui me posaient des questions. Où est-ce qu'on met cette boîte-là sur le camion? C'est la détection avancée. La détection avancée nous permet d'avoir trois zones. Zone rouge, qui est à 7 mètres, zone jaune, qui est à 15 mètres, zone verte, qui est en 30 mètres. Je vous ai parlé des distances, 7, 15, 30. Ces distances-là sont prises selon nos procédures standards. Oubliez détection, technologie, si j'en mets pas. À 30 mètres, c'est les distances qu'on doit garder dans la rampe lorsqu'on suit un camion. À 15 mètres, c'est la distance qu'un piéton doit communiquer avec l'autre véhicule pour montrer sa présence. À 7 mètres, tout véhicule qui est en présence d'un piéton doit absolument être sur le parking brake. C'est ça nos standards. Donc, on a ajusté notre technologie ou les configurations selon euh, nos standards. Il y a trois façons qu'on notifie le conducteur. Il y a encore le son, le bip. Pour un piéton, c'est bip, bip, bip. Il y a des lumières externes, c'est ce que j'ai voulu montrer, là, ce qui est encerclé. Là. Il y a un jaune ici. Hein. C'est un de nos tests qu'on est allé faire en Finlande en 2022. On avait mis un mannequin à terre et vous voyez la chargeuse ou la cabine à la chargeuse n'a même pas encore tourné le coin, puis il est capable de détecter il y a un piéton à 15 mètres, puis il est couché à terre. Et le dernier façon de notifier, c'est avec un écran qui va donner exactement la position. Donc, je vous ai dit, j'ai fait des tests en 2022. J'ai commencé en 2019. Notre fournisseur avait débuté même dans le stationnement du stade olympique. En 2019, il est venu au port de Québec. J'avais un camion 63 tonnes et avec ma voiture, on avait mis ces antennes-là. On avait commencé à faire les tests parce qu'une semaine après, il allait en Finlande dans une mine laboratoire pour vraiment développer, l'amener à un autre niveau. En 2022, on est allé, on a fait des tests, c'était intéressant, mais ce n'était pas encore au point. Il y avait encore des choses à faire, ces algorithmes. On a fait des tests en novembre 2023, des tests en février 2024 pour confirmer certaines choses. Fait qu'après plus de 200 tests, 25 scénarios différents, puis si j'inclus le système de détection simple, j'ai dû faire au-dessus de 300 tests sous terre pour finalement dire, OK, là, ça marche, ça répond à nos scénarios critiques. Puis l'ingénieur aime ça, faire des tests. Ça paraît bien faire 200 tests. Mais faire 200 tests, là, j'en ai pour 3 jours sous terre avec un camion, une chargeuse, un véhicule léger, des utilitaires. Les mines n'ont pas le temps de faire des tests. Fait que le surintendant m'a dit, trouve-moi une façon qu'en dans d'une heure, tu es capable de confirmer que ça marche. Et ce sont mes trois tests les plus critiques. Donc, il y en a un que je suis capable de mesurer. Le premier, au fond, je veux mesurer la précision. Puis tout à l'heure, je vous parlais des propagations. Ben, mettre un piéton collé sur le mur d'où peut venir le camion, c'était un des scénarios les plus difficiles où est-ce que j'avais réussi à faire, euh, comment dire, à faire le système se tromper jusqu'à temps qu'il y ait juste les algorithmes. Maintenant, c'est les tests que je fais pour dire ça passe. Si ça passe, tout le reste passe. Quand on a fini ces essais-là, puis on était prêt à faire le go, l'équipe de prévention était avec nous dans la rencontre. On a fait une analyse de risque. De comment qu'on va procéder. Et c'est là que l'équipe de prévention m'ont suggéré ben, on devrait faire venir un consultant en ergonomie pour voir un peu les effets cognitifs sur le conducteur. S'il se fait trop avertir souvent, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi la position de la tablette. Pour moi, ça avait l'air bien simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Fait qu'on a passé 2 jours, même 3 jours sur Terre, où ce que le consultant avait filmé nos conducteurs, savoir où ce qu'ils regardent, comment ils opèrent, et on leur fait des tests avec eux.
Ici, je vais vous montrer un peu les points saillants du rapport du consultant, puis je vais surtout focuser sur ce qui est en bleu et pas nécessairement le reste, parce que sinon on va manquer de temps. Maude, je suis comment là, dans mon temps? Elle est où? Il reste 10 minutes, OK. Donc, elle a confirmé que la première chose pour le conducteur, la première chose pour le notifier, c'est le son. Ça me fonctionne bien. Dès que tu as un bip bip, OK, parfait, il y a quelque chose dans mon environnement. L'importance d'avoir une détection ou un son différent entre un piéton et un véhicule aussi est critique, puis elle l'a confirmé, le consultant. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la lumière. Je vous ai parlé de la zone rouge, jaune, verte. Ben, la lumière va flasher avec un clignotement différent. Un vert, c'est une pulsation. Un jaune, ça va un peu plus vite. Et le rouge, ça flash quasiment comme un stroboscope. Mais je voulais faire attention à ce que ça flash trop, est-ce qu'on pourrait avoir une crise d'épilepsie. Euh, je dis ça en joke, mais c'est vrai. Donc, finalement, les lumières aident vraiment à donner comme un deuxième niveau. Ok, j'ai entendu un son, je regarde ma lumière. OK, c'est dans la zone verte, il est à 30 mètres, il n'est pas encore à risque, mais je garde mon attention. Et la tablette, qui est le troisième niveau, va vraiment donner la précision pour dire ce qui est en avant, en arrière, gauche, droite. Mais nos camions 63 tonnes, là, j'ai à peu près, j'ai moins d'un mètre de chaque côté. Euh, à 10 km/h, il n'y a pas le temps de regarder la tablette. Il n'y a pas le temps de regarder la caméra d'angle mort. Donc, dans nos standards, on a changé. Lorsqu'on change de direction, il faut réduire à 5 km/h. Ça me permet de regarder sur la tablette pour la détection et ou sur la caméra de côté. Un autre point, l'emplacement de la tablette doit être égal pour tous les véhicules. Ça semble logique, mais la raison principale, c'est qu'il faut que ça devienne un réflexe pour le conducteur et non une mémoire. Nos réflexes sont beaucoup plus rapides que notre mémoire. Donc, de toujours regarder au même endroit facilite le temps de réponse du conducteur. D'autres points saillants. Au début, là, on disait, en tant qu'ingénieur, on veut donner le plus d'informations possible au conducteur. On s'était dit, hey, quand c'est vert, bip une fois. Quand c'est jaune, bip deux fois pour dire qu'il est dans zone jaune. Puis quand c'est rouge, tu biperas trois fois pour montrer la criticité. C'est trop de bip. Les gens deviennent mêlés. Ils ne savent plus si c'est une nouvelle personne, un nouveau véhicule ou c'est un changement de zone. Donc, à proscrire, tu bipes une fois par zone. La zone rouge, en ce moment, ça bip. Ce que j'ai demandé, c'est que j'aimerais avoir une voix qui va dire stop. Seulement lorsqu'un piéton dans zone rouge. Je ne veux pas une voix ailleurs, puis je vais vous montrer pourquoi après. Euh, à tester, parce que c'est quand même le premier niveau de notification, mais si on a un bip à vert, c'est-tu vraiment nécessaire? Parce qu'à vert à 30 mètres, c'est pas nécessairement encore à risque. C'est juste porte attention particulière. Il y a quelque chose qui s'en vient. Euh, On a débuté l'installation, juste à l'avant-dernier point, le garder en dark mode, c'est-à-dire qu'on l'installe, mais on ne le met pas à on. Tant que je n'ai pas donné la formation au conducteur, je m'en vais dans une semaine et demie, donne la formation, mets ça en on. D'autres choses que le consultant nous a recommandé, c'est de vraiment cartographier les scénarios puis les réponses. Mais si vous saviez le nombre de procédures et de choses qu'un travailleur sous terre doit apprendre et se rappeler, il faut garder ça simple. Même là, il y a trop de choix. Puis n'oubliez pas, la détection, c'est un filet supplémentaire. Il faut se concentrer avant sur l'information visuelle dans mon environnement. Je roule, je suis un camion, j'ai une zone jaune, je n'ai pas l'intention de changer de direction. Je dois-tu vraiment ralentir?
il n'y a personne en avant de moi, puis je suis dans une ligne droite. Fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur euh, quoi faire si on a une notification. Pour garder ça simple. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est le premier point. Un piéton rouge, je veux que ce soit un arrêt critique ou une notification critique. Le son doit être plus fort, le son doit être différent, la lumière doit être différente. Je donne deux cas ici de peut-être faux positifs. C'était dans un de nos scénarios. J'ai un piéton dans une baie de sécurité, le véhicule arrive, il est vert, il se rapproche, il est rouge. S'il est dans une baie de sécurité, doit-il vraiment arrêter? Le système de détection va te détecter, tu es dans zone rouge. La réponse, c'est oui, mais non, dépendamment du véhicule. Un véhicule léger, pas de problème. Un camion, nos procédures standards, c'est non, parce que c'est tellement lourd, c'est une petite roche, la roue passe à côté, la roche peut revoler puis frapper le piéton. Ou une roche en haut qui est branlante parce qu'il est surchargé, peut tomber sur le piéton qui est dans B. Donc, dans nos standards, c'est arrête à 7 mètres, laisse le piéton marcher, dépasser le camion et ensuite le camion peut redémarrer. On le fait en trois phases. Pourquoi? Les premiers tests qu'on a faits, on avait la voix qui disait slow down, sans arrêt, tant si longtemps qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pesait le piton, ou stop dans la zone rouge. Je repensais à Elvis Gratton 2, où ce que Elvis se fâche après sa Cadillac qui parle. Je l'ai montré à plusieurs personnes, même à des anglophones, des Australiens. Ils ont compris tout de suite quand j'ai montré une vidéo d'Elvis Gratton. Donc, on commence en ce moment, j'ai l'autorisation, puis on est dans le déploiement, 12 véhicules, 48 lampes intelligentes. Je ne sais pas parler des lampes, là, c'est un autre niveau. Je pourrais en parler pendant une demi-heure. Si ça va bien, donc le but, c'est faire des ajustements sur nos configurations, apprendre davantage sur comment réagir lorsqu'il y a une détection pour qu'on puisse écrire les procédures. On ne les écrira pas tout de suite. On veut utiliser ces 12-là. Ensuite, on passerait avec tous nos véhicules que j'appelle les véhicules lourds, mais les véhicules lourds, c'est camions et chargeuses. 96 lampes supplémentaires. On le roule pendant 2, 3 mois. Ça fonctionne bien, ça confirme. On continue, puis on fait le reste de la flotte. On a environ 200 véhicules sur Terre. C'est long à faire, 200 véhicules. Je vous conseille d'avoir un garage dédié parce que l'entretien va toujours dire j'ai trop de véhicules down, je ne peux pas te le faire. Fait que nous, on a construit en 2019 pour notre mine connectée un garage qu'on appelle le garage de télémétrie, puis on s'en sert pour ça. Collision avoidance. Le head office ou la maison mère de Glencore exigeait en 2025 de mettre le collision avoidance. Donc, comme je vous parlais, là, vous arrivez dans une lumière rouge, vous n'avez pas réagi, ça freine tout seul. Ils nous le demandait pour 2025. Moi, j'ai confirmé que la technologie de détection était suffisante pour procéder en 2024. Mais juste la technologie, pas nos façons de faire, pas nos procédures. Fait qu'on a repoussé ça pour évaluer les gains supplémentaires si on mettait l'arrêt automatique. Mais on ne veut pas de véhicule qui arrête tout seul pour rien dans des faux positifs. Je vais revenir avec Elvis. Pour ceux qui ont travaillé dans l'industrie minière, un mineur va se faire plaisir d'arracher, couper les câbles de ces antennes-là et de la tablette. Il y a un coût aussi associé. On ne parle pas de 10 ou 20 véhicules, on parle de 200. Fait que ça aussi, c'est à considérer. Est-ce que l'effort vaut la peine? Pour ceux qui font de la téléopération, là, est-ce qu'il y en a qui en font? Bon, nous autres, on doit, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, on a 5 véhicules en téléopération, recalibrer le speed sensor ou le steering sensor. Ben, pour un collision avoidance, il faut que tu connaisses la direction du véhicule pour savoir si la détection s'en va vers le piéton ou vers le deuxième véhicule. Si je dois recalibrer la vitesse ou le volant à toutes les 2 semaines sur 200 véhicules, j'y arriverai pas.
FOMSA disait, ah, pour les bits de sécurité, on va mettre des beacons Bluetooth dedans. Je dois avoir 450 bits de sécurité. C'est sûr, je vais en oublier ou il y en a qui vont tomber. Donc, c'est pas que la technologie n'est pas là, c'est que l'opération minière n'est pas prête à le prendre. Fait que, Rmic,